I have a package for you. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de ce nouveau podcast. Je suis accompagné de Brieux Waterman. Bonjour. De Thomas Moreski. Salut. Et de Yann Vital. Bonjour. Alors malheureusement, on n'est pas accompagné de Candice Adam aujourd'hui pour cause de maladie pas grave. Elle a un mot. Elle tousse énormément, elle est très malade. Non voilà, donc il n'y aura pas Candice, nous ne sommes que 4 aujourd'hui malheureusement. Donc voilà, vous devrez vous en contenter. Alors, je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommandé. Alors aujourd'hui, juste avant de faire une petite chronique, on va parler un petit peu d'actualité. Brieux, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'actualité en général ? Écoutez, pour moi, il n'y a qu'une seule actualité qui vaut la peine d'être dite, c'est la sortie de God of War Ragnarok. Oui. Qui sort ce mois-ci, qui est sorti là, à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc la suite de God of War, qui était sortie en 2018, jeu de l'année. Ça faisait 4 ans qu'on attendait la suite, qui vient d'arriver, enfin. Alors, on en est encore assez loin de la fin dans le jeu, mais c'est déjà super. C'est toujours avec la musique de Bear McCreary et la production de Cory Balrog, qui avait fait déjà les anciens God of War. Donc c'est super cool, donc foncez, allez-y. Ça vaut vraiment le coup. Ouais, j'ai hâte d'y toucher aussi. Ouais. Mais pas c'est vrai que le premier était tellement bien. Mais de ouf. Enfin, il a vraiment réinventé la saga, hein, carrément. clairement. Ouais. Et j'ai vu quelques images et j'ai envie d'y jouer, quoi. J'ai vraiment envie d'y jouer. Mais ce sera sur la prochaine console, pas sur celle que j'ai maintenant. Mon petit Thomas, quelle actu ? Oui, il y a bientôt, il va y avoir une nouvelle série qui va sortir sur Netflix qui s'appelle 1899. Et c'est par les créateurs de la série Dark. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Mais la série Dark, elle est incroyable. C'est une série allemande en 3 saisons. Et c'est une série qui peut un peu prendre la tête, mais tellement bien, enfin tellement... Oui, parce qu'il y a des voyages dans le temps, ouais, c'est des choses comme ça, c'est assez complexe. Des voyages dans le temps, des enquêtes, Ouais, j'allais dire un truc, faut peut-être pas que je le dise. Mais bref, on attendait beaucoup... Spoil. J'ai spoilé, c'est vrai. On attendait beaucoup la nouvelle série de ces créateurs-là, et elle arrive le 17 novembre. C'est bientôt. Donc c'est très très bientôt, c'est la semaine prochaine, donc j'ai hâte de m'y mettre. J'ai hâte de regarder Dark avant de regarder celle-là. Et Dark je connaissais moins, ouais. Mais en fait j'avais découvert la première saison, me disant putain mais c'est quoi ce truc de fou. Et après toutes les saisons qui suivaient après, la saison 2, la saison 3, ouais j'étais en mode... ouais mais c'est quoi la suite, c'est quoi le nouveau cycle, parce que ça fonctionne aussi vachement par cycle. C'est trop bien mais un peu cassage de tête. Ouais, c'est ça. Il paraît que c'est bien. Tu regardes ça avec un bon paquet de Doliprane à côté de toi. Où tu finis par transformer ta chambre en une espèce de avec plein de fils rouges, vous savez, là, où tu essaies de trouver l'explication exactement. En fait, d'accord, ils sont dans cette temporalité. C'est tellement vrai, parce que t'as tellement de théories, de trucs, enfin, c'est fou, quoi. Mais les 3 saisons répondent à toutes les questions qu'on peut se poser. Et c'est une série magnifique, et j'ai hâte de voir la nouvelle, 1899, sur Netflix, le 17 novembre. D'accord, ok. Et on regardera ça, ouais. Après avoir regardé Dark. Grave. Yannou, toi ? Moi, petite actualité qui fait jaser en ce moment, c'est le départ de Henry Cavill de la série The Witcher de Netflix. Ah ouais ? Quoi ? Et oui, donc Henry Cavill va partir pour la saison 4 de la série, donc il sera encore là pour une saison, puisqu'il avait déjà signé, et que je crois que c'est déjà tourné. Oui, c'est ça. Elle va pas tarder à sortir, il me semble. Et donc, la saison 4 sera sans Henry Cavill, et avec, à la place, Liam Hemsworth, il me semble, le petit frère de Thor. Et pourquoi ? Alors, moi j'ai une théorie, c'est qu'il peut pas faire 2 rôles en même temps. Ah. Il a commencé The Witcher, il a quitté Superman, et maintenant qu'il revient dans Superman, il quitte The Witcher. Alors, c'est trop compliqué. Ce serait apparemment en effet lié déjà à son emploi du temps qui est serré, mais aussi lié à un truc qui est que le scénario de The Witcher proposé par Netflix ne lui plaît pas du tout. L'adaptation Netflix ne suivant pas du tout les bouquins, lui s'était investi là-dedans parce qu'il aime les bouquins, il aime Gérald de Rive, et l'adaptation que Netflix en a fait, ça ne lui plaît pas. C'est vrai que c'est une grosse déception, moi j'ai trouvé... Grosse Bah, moi, je suis très fan des livres. J'ai beaucoup aimé la saison 1. La saison 1 La saison 1, pardon. Beaucoup moins la saison 2.
du coup. Mais la saison 1, je trouvais quand même qu'elle avait de la gueule, même si peut-être j'ai pas lu les bouquins. Donc très certainement, elle devait, comme beaucoup de fans l'ont dit, ne pas suivre le bouquin. Mais moi, je l'ai trouvée quand même hyper intéressante et bien faite. Après, par contre, la saison 2... C'est une adaptation. Tu fais des choix en adaptation qui font que forcément tu vas décevoir des fans des bouquins originaux, mais pour le coup, la saison 2, c'est pas des choix. Ça n'a plus rien à voir avec les ça bouquins. N'a rien à voir. C'est ça, c'est qu'en fait, la saison 1 prenait des libertés, mais des libertés qu'on pouvait tout à fait accepter parce que il manque de moyens, parce que il y a une grande temporalité, il se passe plein de choses à plein de moments et à différents moments. On les a rassemblés pour en faire une série, c'est normal. C'est ce qu'on fait aussi pour Le Seigneur des Anneaux et ça fonctionnait très bien. Mais la saison 2, ils ont ouvert le premier bouquin, puis le deuxième bouquin, ils se sont dit « Oh, c'est quand même gros !» Et puis il y avait eu une grosse polémique sur la saison 1, comment elle s'était déroulée, comment c'était raconté, etc. C'est saut dans le temps. Et puis moi, j'aimais bien. Moi, je trouvais ça super bien. Moi, je trouvais ça super cool aussi, mais il y avait plein de gens, j'ai vu plein de retours, et donc du coup, Netflix les a entendus aussi, de gens qui disaient, mais en fait, on comprend rien. C'est pour ça qu'après, c'est juste... ils ont dit, mais on va faire quelque chose après de plus linéaire. En fait, je pense qu'on on tend vers une culture qui n'a pas le temps d'attendre, qui veut tout de suite les réponses, etc. Et en fait... je pense que ça a posé un peu problème à Netflix qui sortait ça comme un blockbuster qui pouvait plaire à tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde, maintenant, veulent s'attendre à un Witcher où ils vont tout comprendre dès le premier truc avec de la vraie action hyper intéressante, alors que en vrai, c'est pas ça, quoi. C'est un truc où tu te poses plein de questions, les sauts dans le temps sont hyper intéressants et super bien faits, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'ils vont se rejoindre, s'ils vont se rejoindre. D'autant que le bouquin est aussi un peu présenté comme ça, il y a des sauts dans le temps dans le bouquin. C'est une très belle façon d'interpréter le bouquin, parce que le bouquin, justement, joue là-dessus, et il joue très bien, c'est très émouvant d'avoir les différentes temporalités, comme je disais. Là-dessus, ils avaient vraiment respecté le bouquin, et je pense qu'il y a en partie les fans qui ont détruit la saison 2 parce qu'ils se sont dit « Ok, ça plaît pas », ou en tout cas, au niveau de la réalisation, ça plaît pas, donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus basique pour que ça plaise à tout le monde, et essayer de plaire à tout le monde, finalement, ça plaira à personne. Oh, c'est beau, ça. dit. Waouh. C'est la fin de cette chronique. Il y a encore Hugo, si tu veux parler d'actualité. Oui, alors moi j'ai une petite actualité qui change un petit peu de The Witcher et du cinéma. C'est une actualité musique. Donc je voulais vous parler d'une petite mixtape qui est sortie d'ailleurs, pas qui sort, mais qui est sortie, que j'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais j'ai très hâte de l'écouter. C'est par un rappeur français qui s'appelle Dean Burbigo. Okay. Et c'est trop bien, c'est un super rappeur, ses 2 derniers projets étaient vraiment trop cool, et là il vient de sortir donc une mixtape qui s'appelle Saboteur Mixtape Volume 1. C'est quoi comme genre de musique qu'il fait ? C'est du rap français. J'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Super, c'était précis. On ira écouter. Je rigolais parce que quand j'entends mixtape, sans faire exprès, j'entends sextape. Bravo. Ça m'en ferait très rire que tu recommandes une sextape. La nouvelle sextape de Kim Kardashian vient de sortir. On a notre prochaine recommandation. Exactement. Voilà. Ça, ce sera pour l'épisode spécial Saint-Valentin. Exactement. On a un concept. Oui. Pour ceux qui seront seuls à la Saint-Valentin. C'est prévu. Donc maintenant, on va passer à la petite chronique. Et pour cette chronique, je voulais poser une question autour de la table. Qui est-ce qui a jamais regardé de cartoon ? Est-ce qu'il y a des gens ? Les gens qui n'ont pas regardé Bip Bip et Coyote ou Bugs Bunny et Tom et Jerry. Vous avez tous regardé ça, on est d'accord ? Toujours. Voilà. Donc on est d'accord. Enfant, on a tous regardé au moins une fois des dessins animés remplis de gags, d'accidents violents, mais rigolos, d'explosions en tout genre et de franches rigolades. On est d'accord ? Les gags à l'américaine. Donc on pense bien aux Looney Tunes qui passaient le matin sur France 3, au vieux Tex Avery ou même à l'ancêtre Streambot Willy où on découvrait pour la première fois sur nos écrans la souris la plus connue du monde. Mickey et non pas Ratatouille. Mickey me terrifie. Les vieilles vidéos de Mickey me terrifient. Ah ouais ? Ouais. Celle où tu le vois là, tu sais, tout saccadé en noir et blanc comme ça. Oh, l'enfer. Pire vidéo d'horreur pour moi. C'est parce que ils en ont fait une creepypasta. Oui, c'est trop mignon. C'est pas mignon. Arrête. Mais alors, ce genre d'animation, on pourrait même dire le cartoon en général, c'est un peu tombé en désuétude depuis quelques années, notamment avec les nouvelles techniques d'animation 3D. Si on regarde les dessins animés d'aujourd'hui, c'est moins de gags, plus d'histoires, à la manière de Miraculous ou de la fameuse Pat' Patrouille, entre autres. J'ai tellement pas hâte d'avoir des gosses. Ah, tu m'étonnes. Mais bon,
pas de panique, si vous voulez retourner en enfance, il y a Thomas pour ça. Oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert qu'il y a 2 œuvres qui rendent un vibrant hommage à tout cet univers très cartoonesque des années 1920-1930. D'abord un jeu vidéo qui a donné ensuite une série. Je veux parler de Cuphead. Cuphead ou Tasse-Tête est un jeu vidéo de... Tasse-Tête en québécois français. est un jeu vidéo de plateforme indépendant shoot 'em up où on doit tirer un peu partout et sur tout le monde en 2D produit par le studio MDHR. Il a été fondé par 2 frères canadiens, Chad et Jared Moldenhauer. MDHR, un petit peu... Ah d'accord, oui, d'accord. Je l'ai. Imagination zéro. Je l'ai. Le jeu raconte l'histoire des 2 tasses anthropomorphiques, Cuphead et Mugman, qui arpentent les îles Inkwell sous les ordres du diable pour affronter ses débiteurs s'ils ne veulent pas perdre leur âme. Pour parler un petit peu du jeu en tant que tel, c'est un excellent jeu. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait autour de la table, même si très rageant et très très difficile. C'est vrai. C'est vrai, quel jeu de merde. On l'a un peu fait en coop, un bout avec Thomas. Et j'ai failli perdre mes 2 manettes de PS4 en fait. Vraiment, la manette a craqué. Elle a craqué, littéralement. Elle a craquelé. Elle a craquelé. Parce qu'il y a plein de combats de boss en fait, et donc il faut apprendre leur pattern, il faut apprendre... ils ont des évolutions au fur et à mesure du combat et deviennent de plus en plus menaçants. Mais le gameplay, en général, est plutôt sympa. C'est un jeu qui se joue bien, mais comme dit, qui peut faire rager les plus sensibles ou les plus mauvais, comme moi. Mais... Comme moi. Comme toi. Un petit peu... On a un duo de gamers. Tu rigoles, mais je crois qu'il y a une histoire avec Cuphead où un journaliste s'était fait vraiment humilier parce qu'il testait le jeu et il n'arrivait pas à passer le tutoriel. Et il n'arrivait disait pas à sauter. Que les jeux vidéo, c'est pas censé être aussi difficile. Voilà, et il faut qu'on puisse s'amuser. Et il faisait qu'un double saut. C'est-à-dire tu sautes 2 fois. Il n'y arrivait pas. Et il faut savoir que j'ai vu Benzaï répondre à ça. Donc imaginez-vous Benzaï qui répond. Donc Benzaï, ce fameux youtubeur qui aime beaucoup la difficulté dans les jeux et qui a dit non mais il se prend pour qui? Évidemment que les jeux vidéo c'est fait pour ça. Tu le fais vachement bien. J'ai reconnu le Hard Corner là. Écoute. Pendant un petit moment on était là. Bonjour. Mais du coup, la grande originalité du jeu, ce n'est pas forcément son gameplay, mais sa direction artistique, qui est un véritable hommage au film d'animation américain des années 1920-1930, aussi appelé âge d'or de l'animation américaine. C'est dire si ça a été un courant important. Les personnages vont être animés selon une technique d'animation propre à cette époque d'entre-deux-guerres, le rubber hose. D'accord, le rubber hose. Mais est-ce que tu peux nous faire une petite histoire du rubber hose? Mais bien sûr, la petite histoire. Le rubber hose, c'est le premier vrai style d'animation américain. Et sa principale caractéristique, ce sont que les personnages ont des longs membres, donc les bras, les jambes, qui ressemblent à des tuyaux en caoutchouc, aux courbes simples, fluides et sans articulation. Ça permettait aux animateurs d'animer vachement plus facilement les mains, etc., etc. Ils ont juste à les relier au corps, et hop, c'est terminé. Au départ, ces animateurs, justement, ce sont des artistes de comic strips, donc ces petites BD qui tiennent en 3-4 cases, qui étaient présentes dans les journaux américains. Et ils découvrent les dessins animés, ils découvrent le cinéma, et ils se rendent compte que, en quelques cases, eux, ils peuvent dessiner et raconter une histoire, sauf que là, il y a plein de cases, donc en fait, ils peuvent raconter une histoire sur toutes ces petites cases-là. Ils découvrent donc les nouvelles spécificités de l'animation, notamment des dessins qui doivent être produits en série, évidemment, pour l'illusion de l'animation. Donc forcément, il faut que ces dessins-là soient beaucoup plus simples, d'où ces bras en caoutchouc. Oui, parce qu'ils en ont beaucoup plus à réaliser, avec des petits mouvements, etc. Du coup, comme avant, c'était pas fait à la machine, c'était fait à la main, c'est beaucoup plus compliqué à faire avec plein de détails, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont développé cette technique-là, parce que ça leur permet de mettre des points quelque part, et juste, ils les relient au corps, et puis ils terminent. Ça fait gagner un temps fou. Ça fait gagner un temps de malade. Donc il y en a eu beaucoup des films comme ça, ça a été une grande période, il y avait énormément de films différents, parce qu'évidemment, ils ont fait plein d'essais différents, et après, évidemment, il y a eu un petit déclin, à cause d'un certain monsieur qu'on connaît tous maintenant, Walt Disney. WD pour les intimes. WD. Et il a développé ce qu'il appelle l'animation complète, qui s'inspire en gros du réel pour le dépasser. Il prenait des images de gens qui sont en train de danser, et il va redessiner ces personnages par-dessus.
Et c'est ce qu'il va appeler l'animation complète. Donc forcément, il y a l'apparition de choses comme des coudes. C'est con, mais pour avoir des mouvements de ce genre-là. Donc il y a moins de fluidité dans les mouvements, il y a l'apparition des coudes, etc., etc. Ce qui donnera son premier long métrage d'animation, Blanche-Neige, en 1937. Ça fait partie de l'animation complète, telle qu'il l'entend. En tout cas pour Blanche-Neige, pour les 7 nains, on voit encore qu'il n'y a pas vraiment de coudes, de trucs comme ça. Mais bref, le Rubber Rose disparaît petit à petit jusqu'en 1940. Cependant, il y a de nombreuses influences par la suite, parce que ça a été, comme dit, l'âge d'or de l'animation américaine. Oui, et puis ça permet aussi quand même de continuer de faire des épisodes simples, de l'animation simple, quoi. Faire de la production rapide. Donc si on regarde des Tex Avery qui sont sortis beaucoup plus tard, par exemple le loup qui devient fou quand il voit une jolie madame en train de chanter, et ses bras, c'est vraiment des bras en caoutchouc. Bugs Bunny, si on imagine 2 secondes Bugs Bunny, en fait il a vraiment des bras en caoutchouc, il a pas de coudes, de trucs comme ça. Donc bref, il y a encore quelques hommages à ce style unique, comme Cuphead. Et donc du coup, pour revenir aux jeux vidéo, ils rend hommage au Rubber Rose, comme tu l'as dit, mais est-ce que tu en sais un peu plus sur la fabrication de ce jeu vidéo ? Eh ben ouais, parce que tout est dessiné à la main. Ouais. Moi aussi, j'étais sur... Il n'y a pas d'ordinateur sur les fesses. Évidemment, il y a de l'ordinateur sur le codage, sur des trucs comme ça. La seule partie numérique, justement, du processus, c'est la colorisation des images via Photoshop. Ils n'avaient pas assez de crayons couleur, quoi. Non, je sais pas, j'imagine qu'il y a une raison à ça, je ne l'ai pas là tout de suite. Mais en tout cas, oui, tout est dessiné, sinon à la main, ils ont fait des aquarelles, enfin bref. Et ils ont le record sur le Guinness Book du nombre de dessins réalisés pour le développement d'un jeu vidéo. À votre avis, combien de dessins ? Hugo, t'as la réponse pas loin des yeux. Donc, je sais pas, mais ça me paraît un travail monstrueux. C'est un travail monumental. On se rend pas compte, mais l'animation de Cuphead, c'est extrêmement fluide. Ça peut se compter en centaines de milliers, voire... Alors, moins de centaines de milliers. C'est le jeu. Alors, dites. Oui, mais Allez, moi je dirais 50 000 dessins à peu près, à mon avis. Voilà. Ding, incroyable. C'est vrai, c'est ça. Oui, c'est ça. 50 000 dessins. Ils ont plus de 50 000 dessins. Mais j'ai dit au pif, Et le premier coup. Et quel pif. Non, parce qu'après les auditeurs vont dire ouais, non, mais ils se sont parlé avant et tout. Ah non, vraiment pas. J'ai montré la chronique à tout le monde. Tout le monde l'a lu avant, c'est faux. Donc oui, ils ont tout fait à la main, donc vous imaginez un peu le travail colossal que ça a été. Ensuite, on va parler des personnages en tant que tels. Les personnages, justement, ils ont ce dessin. C'est à la fois mignon et un petit peu dark en même temps. Donc t'as pas d'armes, c'est pas un jeu vidéo violent, parce que tu tires avec tes doigts, donc c'est rigolo. Mais en fait, les évolutions des ennemis sont vraiment monstrueuses à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils commencent toujours mignons. Ouais, c'est ça. Et l'évolution d'après, on voit bien qu'on leur a cassé la gueule et qu'ils sont pas contents, quoi. Et j'ai la fleur en tête. Oui, la fleur, j'allais le dire. Qui est toute mignonne, qui est toute sympa. À la fin, vraiment, c'est pas le diable, parce que le diable apparaît dans Cuphead aussi, mais on s'en est pas loin. Est-ce que c'est pas une petite référence à Undertale ? Oui, j'allais le dire. La rêve. Je voulais regarder quand avait été fait Undertale et quand avait été fait Cuphead, parce que c'est l'un forcément qui rend hommage à l'autre, je pense. Undertale, c'est plus vieux, il me semble, que Cuphead. Cuphead, c'est récent, le Cuphead, jeu. il me semble que c'est aux alentours de 2015, 2016, un truc comme ça. C'est peut-être une bêtise. Ça doit se jouer. Moi, j'aurais dit... je vais regarder tout de suite. Ouais. Moi, j'aurais dit 2018... Et voilà, en tout cas, pour ceux qui savent, Undertale, un des grands méchants, c'est cette petite fleur qui est toute mignonne au début et qui est un monstre ignoble à la fin qui fait cracher ton PC à chaque 1930, non. C'est un ennemi extrêmement terrifiant parce que c'est le premier, je crois, que tu croises du jeu, qui t'explique d'ailleurs ce système de si jamais il touche ton cœur, tu as perdu, en t'envoyant des petits éléments, des petites boulettes en fait. Mais elle te dit au début, tu es perdu, je vais t'expliquer, en fait, il faut que tu attrapes les boulettes avec ton cœur. Et comme ça, tu vas pouvoir réussir le jeu. C'est un piège, 2017. évidemment. 2017. Okay. Le 20 septembre 2017. Okay. Et le début du projet, c'est vieux. C'est 2010. Ah ouais, d'accord. Ils l'ont créé pendant 7 ans, le projet. Ok. Voilà. Ouais, j'avais lu qu'à la base, ils avaient prévu de faire 7 ou 8 boss, un tout petit truc, pas grand-chose. En gros, une île. Et en fait, Microsoft est allé les voir et a dit « Non, mais c'est vachement bien ce que vous faites. Allez hop, on vous donne de la thune. » Et puis, du coup, ils ont fait le jeu complet. Il faut qu'on trouve un truc à donner à Microsoft. Allez, on va brainstormer un peu chacun de notre côté.
Mais donc du coup, pour revenir un petit peu à Cuphead, on parle de direction artistique, il y a l'image, mais il y a aussi le son, évidemment, et la musique n'est pas en reste, la musique est incroyable. Musique de Christopher Madigan, et en fait, il s'est surtout inspiré des morceaux de jazz de cette époque, des années 20, des années 30. Pendant que j'ai écrit cette chronique, j'ai écouté l'album et franchement ça m'a foutu une patate tout du long, c'était trop bien. Moi je me suis cru dans Whiplash, si vous avez vu ce film. Ouais. C'était vraiment la même chose, je voyais le gars qui montrait les instruments, etc. Enfin, oui, en fait c'est bon, pour parler un peu plus technique, c'est du New Orleans et du swing un peu, et en fait c'est vraiment le style de cette époque, et ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que ça a été composé pour le jeu. C'est des morceaux. Ça se fait plus trop de composer du New Orleans. Souvent, on reprend ce qu'on appelle des standards, donc des morceaux existants et très connus sur lesquels on va improviser de nouveaux trucs. Et là, il a créé des nouveaux morceaux. Et j'ai vu des jazz bands sur YouTube. Il y a des gens qui reprennent ces morceaux-là en concert, etc. Parce que c'est vraiment des vrais morceaux très intéressants, quoi. Très classe. Et donc, du coup, il y a des morceaux de jazz, mais aussi les personnages, bon, ne parlent pas, mais il y a une multitude d'effets sonores ou d'interjections qui nous plongent encore plus dans ces vieilles années. Et ils ont une sonorité et un grain qui pourrait sortir d'un vieux gramophone. Ouais. Vous avez pu en entendre dans la chronique grâce à la magie du montage. Mais ouais, moi j'adore. J'adore ce jeu pour ça, pour toute sa direction artistique au global. Et je suis pas le seul, parce que ça a été évidemment un gros succès critique et commercial, si bien que le gros N rouge, vous savez de qui je parle, a l'idée d'étendre l'univers de la tasse magique et d'en faire une série. Alors moi, il y a deux choses qui me font penser au N rouge, soit c'est Netflix, soit c'est Nintendo. Ah, eh bien alors, lequel des deux? Eh bien non, c'est Netflix, évidemment. Donc le jeu vidéo, en fait... Oui, c'est vrai, je comprenais pas de quoi tu parlais, mais oui, il y a une série qui a été adaptée, là. Exactement. Ouais. Le jeu vidéo a créé tout un univers, mais a finalement, en fait, très peu caractérisé ces personnages. Ce que va faire très bien la série The Cuphead Show, à travers un Cuphead tête brûlée et un Mugman beaucoup plus calme et raisonnable. La série fait aussi la part belle aux personnages secondaires comme Papy Bouilloire ou Monsieur Quen, qu'on va penser, qu'on voit peu, mais en fait, ils nous marquent vraiment. En plus de ça, il y a quelques boss du jeu vidéo qui apparaissent dans la série, et ça, c'est vraiment pour faire aussi un petit peu plaisir aux fans, on va pas se mentir. La technique d'animation, quant à elle, rend aussi hommage à l'animation Rubber Hose, mais tous les personnages ne sont pas faits de manière aussi méticuleuse que pour le jeu vidéo, vous vous en doutez. Sinon, il faut dire que le travail, il serait colossal. Et pour répondre aux besoins des productions télé, donc aux productions Netflix, il recourt à l'animation 3D. Enfin, pas vraiment l'animation 3D, parce que ça reste de la 2D, mais plutôt de l'animation assistée par ordinateur. Notamment pour tout ce qui est environnement et un peu la cohérence du tout. Néanmoins, les deux frères Moldenhauer, étant producteurs, donc les créateurs du jeu vidéo sont producteurs, ils ont demandé à ce que les personnages et les mouvements soient, eux, dessinés à la main. Petite parenthèse. Ça, c'est ce que j'ai lu, c'est ce qui semble être dit et propagé, etc. Moi, je trouve ça quand même vachement bizarre, parce que quand on voit le rendu de la série, on se demande, et au-delà du rendu, la vitesse de production et surtout la vitesse de diffusion de la série, on se demande comment est-ce qu'ils peuvent tenir cette cadence-là. Parce qu'on va pas se mentir, il va y avoir 3 saisons en une seule année, en 2022. Oui, c'est étonnant. De toute façon, je pense qu'ils ont déjà des mouvements prédéfinis, donc la plupart du gros travail est fait, est dessiné à la main, tous les mouvements de bouche, etc. Souvent, c'est des mouvements qui reviennent. Ouais. C'est toujours une boucle de mouvements, en fait. Donc, ils dessinent ça, je pense, en grosse production. Une fois qu'ils ont ça, ils les placent là où il faut. Et je pense qu'après, ils le rentrent sur ordinateur. C'est dessiné à la main, mais mis sur ordinateur. Et après, c'est assisté. Ça me paraît quand même bizarre. Tu le vois, pour la création d'un animé japonais, parfois, il te faut 2 ans pour que... Et encore, avec un travail de dingue de son dessinateur qui travaille nuit et jour. Ça me paraît, comme tu dis, ça paraît assez étonnant. Ouais, c'est pour ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça paraît quand même vachement bizarre, parce que première saison en février 2022, deuxième saison en août, troisième saison très bientôt, restez jusqu'à la fin de la chronique. Mais je me suis vraiment dit, tiens, ils ont dû faire une base, et maintenant j'imagine que tout doit être fait par ordinateur, parce que sinon ça veut dire qu'ils ont une équipe de dingos derrière, et
Ce serait super, mais honnêtement, j'en doute. Mais cependant, malgré tout ça, malgré ces petites interrogations, le charme, il fait quand même effet. Il y a du grain. C'est con, mais c'est comme si on avait de la pellicule en face. Il y a du grain, il y a de la poussière. Il y a des personnages hyper caractérisés, hyper stéréotypés, vachement bien animés. Il y a un effet cartoon, évidemment, par l'animation. Les situations sont très absurdes, voire jusqu'au boutiste. Il y a même la palette de couleurs. On a souvent des arrière-plans un peu plus ternes et des personnages devant qui sont flamboyants, où la couleur pète. Enfin, c'est génial à voir. Ça fait vraiment écho aux cartoons des Looney Tunes qu'on a pu voir, ou les Tex Avery, quoi. Par ailleurs, ils font parfois quelques essais et une animation un petit peu différente. Je pense à l'épisode qui se passe dans le cimetière ou à l'entrée des enfers, avec un fond, un arrière-plan qui doit être construit en carton-pâte, en tout cas en dur. En tout cas, il y a de la 3D. Et dessus, on y appose des personnages de 2D dessus. Alors c'est con, c'est un détail, mais ça montre que malgré l'hommage, ils vont quand même développer des trucs, ils vont quand même essayer des choses. Et je trouve ça vachement cool. C'est pas un truc qui s'est fait certaines fois, ça? Si, ça a déjà dû se faire, ouais. C'est le fameux faux fond, quoi. Ouais. Ça se fait avec de l'incrustation par-dessus. Même dans les dessins animés des années 30, etc., tu as des fonds faits en pâte, etc., machin, parce qu'en fait, ils posent des sérigraphies, ça s'appelle, je crois, des sérigraphies pour le... Oui, par-dessus. Oui, les personnages sont sur des calques, en gros, et ils posent ça sur des photos de fond, etc., et ça se faisait très souvent, donc ça reste quand même un hommage, même s'ils proposent des nouveaux trucs, quoi, c'est toujours cool. Mais du coup, est-ce que la série en elle-même, elle est bien? Eh ben, honnêtement, la série en elle-même, elle est pas mal. Elle est un peu inégale, on va pas se mentir. En fait, il faut voir ça comme un cartoon, ce que je n'ai pas fait au début. En général, en fait, les épisodes, ils se suffisent en eux-mêmes. T'as un début, un milieu, une fin, point. T'as pas vraiment de gros fil rouge qui lie le tout. Comme ils te disent si bien dans le générique, c'est une série faite si vous voulez rigoler, donc avec des épisodes un peu plus légers, ou si vous voulez avoir un petit peu les chocottes, avec une vraie dimension fantastique dans certains épisodes, et ça, vous l'aurez compris, ça me plaît pas mal. Et en fait, le fil rouge qui lie le tout, c'est un petit peu Cuphead qui doit son âme au diable. Mais sinon, l'essentiel des histoires se résume à travers les bêtises que fait Cuphead et Mugman qui essaye d'empêcher les bêtises de Cuphead. Comme un vrai cartoon, en fait. Comme un vrai cartoon. Et justement, je m'attendais pas à ça, en fait, à la base. Est-ce que les personnages parlent ou pas? Les personnages parlent, là, oui. Ah, oui, okay. Les personnages parlent, justement. On va y revenir. Il y a un gros casting, notamment en VF, il y a un gros casting de fou. Justement, en fait, on y vient maintenant. En plus de ça, si vous regardez la VF, pour le coup, il y a un très beau casting vocal, c'est ce que je disais, qui a accompagné notre enfance. Si je vous dis des noms genre Alexis Thomasian, Martin Mystère. Incroyable. Oui, quelle série. Si je vous dis Christophe Lemoine. Donc, oui, le curé du village, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Mais non, Cartman, pas du tout. Cartman dans South Park ou Sam Gamgee, tout simplement, dans Le Seigneur des Anneaux. Dorothée Pousseau, elle fait actuellement beaucoup plus, comment elle s'appelle, Margot Robbie, Harley Quinn, mais elle fait aussi Diana, toujours dans Martin Mystère, par exemple. Patrick Préjean, si comme moi vous étiez devant les Looney Tunes et devant Gros Minet, quand vous étiez petit. Ah oui, et le pirate aussi. Et Sam le pirate. Sam le pirate. Oh là là, que de souvenirs. Donc voilà, et on a aussi des voix qui viennent comme ça, genre Philippe Pétieux, la voix de Homer Simpson, la voix du pingouin, ou encore Céline Monsara, la voix officielle de Julia Roberts, de Dory dans Le Monde de Nemo, ou des pubs Lidl Silvercrest. En ce moment, oui, c'est insupportable. on l'entend tout le temps. C'est insupportable. Tout ce petit beau monde est dirigé par Donald Renew, lui aussi très connu, sauf qu'ici, il fait office de directeur artistique, et on se voit qu'il se fait plaisir, parce qu'il a ramené... Il a une voix aussi, Donald Renew, dedans. Il a une petite voix dedans. C'est pas Mugman? Non, Mugman, c'est Christophe Lemoine, justement. D'accord. Il a une toute petite voix. Cuphead, c'est qui Cuphead, c'est Alexis Thomasian, du coup. D'accord, c'est Martin Mystère. Mais en fait, c'est Alexis Thomasian, c'est le grand pote de Donald Renew. En général, s'il y en a un qui est dans un projet, l'autre n'est pas loin. C'était le cas, par exemple, dans The Social Network. Il a fait la voix de Jesse Eisenberg et Alexis Thomasian a fait la voix de Justin Timberlake, par exemple. Et en fait, ils sont toujours un petit peu dans les projets des uns des autres. Et bref, donc ils sont dirigés par Donald Renew et il se fait vachement plaisir sur l'adaptation
sur l'adaptation des vannes, des trucs comme ça. Il y a plein de vannes qu'il rajoute avec ses potes et qui sont pas dans la VO. Et c'est vachement cool à écouter, quoi. Donc bref, Cuphead, il rend hommage à ce style unique et tellement charmant de l'animation des années 20 et 30. Ça me fait vraiment un rappel à l'enfance. Quand je regarde Cuphead ou quand je joue à Cuphead, j'ai l'impression d'être le dimanche matin devant France 3 avec un petit bol de choc à pic et un petit peu de lait dedans et je passe ma meilleure matinée. Et je me demandais, t'as pas trop besoin d'avoir joué au jeu pour regarder la série ? Eh ben non, pas forcément, justement. Parce que c'est très vite résumé au début, oui, ouais. ce dont t'as besoin en fait pour tout comprendre. L'épisode 1, l'attachement que t'as à la série, elle est pas vraiment liée Non, parce que vraiment, en fait, tu te mets devant et tu penses vraiment... vous n'êtes pas vraiment de la même génération que nous. Enfin, si, toi, oui, mais Yann, un peu moins, t'es plus jeune. Mais nous, vraiment, quand on était plus petits... c'était les Tom and Jerry et tout je les ai vus aussi, et Bip et Bill Coyote, je les ai ça. Et puis c'était des séries qui étaient résumées très vite, c'est-à-dire que tu voyais un épisode dans n'importe quelle saison, d'ailleurs je crois qu'il n'y avait même pas de saison, tu savais tout, tu comprends tout de suite. Bip il court vite, Bill Coyote il tend des pièges, c'est bon. Jerry se fait courser par Tom qui le déteste et c'est tout. Voilà. Donc tu vois, là c'est la même chose, c'est Cuphead il fait des conneries et Mugman il va dire non, fais pas ça. Et puis voilà. Donc tout ça donne vachement envie de redécouvrir ces vieux dessins animés. Il y a plein de playlists sur YouTube j'ai regardé, si vous tapez Rubber Hose sur YouTube, il y a une playlist avec plus de 70 dessins animés, donc je pense que vous avez largement de quoi vous faire plaisir. Moi je sais ce que je vais regarder ce soir personnellement. Et du coup, si on veut découvrir Cuphead et les îles Inkwell, c'est dispo où ? Eh ben, si vous n'avez jamais joué à Cuphead, mais que vous avez la manette un petit peu qui frétille, vous avez de la chance parce que c'est dispo partout, sur PC, sur Xbox, sur PlayStation et même sur Switch. Et si vous n'êtes pas très jeu vidéo, mais que vous avez quand même envie de vous y intéresser, vous l'aurez compris, il y a la série Cuphead, The Cuphead Show, qui est aussi très très cool et dispo sur Netflix. Actuellement, il y a 2 saisons, donc les épisodes, selon moi, les plus intéressants sont les épisodes qui filent un petit peu le tout, ceux où le diable est dans le coin. Il y a aussi ceux avec Miss Callis. Miss Callis, qui d'ailleurs est un nouveau personnage jouable à travers le DLC de Cuphead. Oui, j'ai vu le DLC. Qui est sorti en même temps que la série. C'est ça, c'est pas du marketing, ils sont malins les gars. Le coup de com' des gars. Ben ouais, ils sont forts. Et justement, la 3e saison arrive très 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 bientôt, puisqu'elle arrive le 18 novembre, donc la semaine prochaine. Et on aura toutes ces nouvelles fournées. Et donc voilà. Eh ben super, merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Et maintenant, place au débat. Moi je voulais dire un truc là-dessus, c'est que tu parlais de Mickey, le film c'était avec le Steamboat là, le tout premier, où il est avec le gouvernail et il siffle. Ce que je trouvais super creepy moi. Ouais, et moi j'adore. Ce film-là, c'est la première apparition de la souris Mickey, et elle va bientôt tomber dans le domaine public. Ah ouais ? Très très bientôt. Elle aurait déjà dû tomber dans le domaine public il y a 20 ans je crois, ou quelque chose comme ça, mais Disney comme Winnie et tout. Voilà, Winnie non. C'est vrai. Bah, Winnie il est si, déjà Winnie, déjà. Oui, si Winnie. C'est pour ça il va avoir un film d'horreur sur lui, mais il y a que le t-shirt rouge qui est déposé par Disney, du coup il est sans t-shirt rouge. C'est ça. Et en fait, Mickey c'est pareil, c'est-à-dire que Disney est tellement puissant qu'il a retardé la loi autant qu'il pouvait, mais là c'est plus possible, mais ce sera Mickey donc sans ses gants et vraiment le design de base de Mickey qu'il y a dans ce film-là. Donc ça veut dire que demain on peut faire un dessin animé avec ce Mickey-là, et on pourra le faire autant qu'on veut, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout de strike de Disney. Horrifiques qui vont sortir pour bien traumatiser les uns les autres. Mais je vois pourquoi tu dis que c'est un truc horrifique, parce qu'à l'époque, il y avait aussi une creepypasta sur un Mickey qui irait se tuer, qui ferait une marche vers la mort et tout. J'avais vu cette creepypasta, mais en vrai... Moi j'aime bien ce côté-là, mais j'adore le côté dessin animé et tout. Mais j'adore, c'est le côté glauque qui est cool aussi, mais je trouve. Mais moi c'est vraiment cette scène là sur le bateau que j'avais dû voir avec une musique vachement effrayante et tu sais l'animation que t'as sur ce truc hyper décalé, hyper saccadé. C'est effrayant. Ah oui, mais t'as aussi un dessin animé, je t'en avais parlé Thomas. Oui. Le dessin animé sur je crois que c'est Betty Boop qui joue Blanche-Neige. Ça date de 1927, je crois exactement. Et en fait, elle se fait courser par une sorcière. Et la sorcière lance des fantômes à ses trousses, etc. Il y a le jazzman Cab Calloway qui chante une chanson où il incarne un fantôme
Franchement, ça vaut le coup d'aller voir parce que c'est magnifique, la chanson est magnifique et c'est trop cool. Et justement, t'as tout ce truc-là où le fantôme, il y a des boucles d'animation qui sont incroyables, où le fantôme, à un moment, est sur une plateforme qui avance toute seule et il perd son pantalon et du coup, ça lui enlève une partie du drap qu'il a sur la tête. Du coup, il fond à moitié, il récupère son pantalon, il se le remet. Et donc, il y a toute une boucle comme ça et c'est des trucs très creepy, un peu. Et en même temps, c'est fascinant à voir parce qu'on se dit... Putain, les mecs, ils ont dessiné ça à la main et la boucle, il y a rien qui saute, quoi. C'est-à-dire que ça fait vraiment C'est incroyable. C'est hyper fluide, c'est hyper bien fait. En plus, c'est sur de la musique qui est incroyable. C'est fait avec... donc, Cab Calloway, c'est un jazzman des années 30 qui a une légende vivante. Et de se dire qu'on le voit doubler un fantôme pour chanter dans un dessin animé sur une chanson de 5 minutes, c'est un peu irréel, quoi. Donc, ouais, je comprends un peu ce côté creepy. En même temps, il y a des trucs tellement magnifiques qui sont sortis. Vu qu'ils n'avaient pas d'alternative, ils faisaient ça bien, quoi. Ils faisaient ça entièrement. Et... Ouais. Et puis c'était Walt Disney. Walt Disney, c'était quand même le plus gros des perfectionnistes. C'était vraiment pas quelqu'un d'agréable. Il faisait des trucs pour les enfants. Tout le monde adorait ce qu'il faisait. Mais il était horrible avec ses employés. Je connais une anecdote où, pour faire une blague, il y a un employé qui a dessiné Minnie et Mickey lui montrait... autre chose que ses oreilles, quoi. Il est arrivé au boulot, il a vu ça sur son bureau, il a demandé qui a fait ça. Il y a un mec qui a levé la main, il a rigolé et il a dit « Bon bah t'es viré, casse-toi. » Voilà. Aïe. C'était Walt Disney. Ambiance. Faut pas déconner sur la kikoune de Mickey. Voilà. Ce sera le mot de la fin de ce débat et on va passer au reco, les amis. On mettra ça dans la description de la vidéo. Alors, c'est pas une vidéo. Mon petit Brieux, quelle est ta recommandation du jour, s'il te plaît? Ma recommandation du jour, est-ce que vous connaissez Jean-Claude Gotting ou pas? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Absolument pas. Si je vous dis que ce monsieur a illustré toutes les premières de couverture des livres Harry Potter, est-ce que ça vous parle déjà plus? Ça, je vois, oui. Son travail, en tout cas. Voilà. Oui. Personne ne connaît le nom, mais en tout cas, on a déjà vu son travail parce que voilà, il est devenu très célèbre pour ça. Mais c'est aussi un dessinateur prolifique, puisque de 1985 à 2022, il a dessiné 17 albums, dont certains ont remporté des prix. Et c'est justement du 17e, qui est sorti il n'y a pas longtemps, dont j'aimerais vous parler, que j'ai là d'ailleurs. Oh waouh! Montre-le aux gens. Montre-le aux gens. Je vais surtout vous le passer, comme ça vous pourrez le feuilleter pendant que je parle. Voilà, donc ça s'appelle Version originale. Mais oui, j'ai entendu parler de ça. Qui est sorti le 14 septembre 2022. D'accord. Et c'est un album formidable, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un album qui se compose simplement d'une quarantaine de plans de films. J'aimerais que vous soyez là, c'est vraiment beau. Ouais. Une quarantaine de plans fictifs, c'est-à-dire de films qui n'existent pas, qui sont sortis de la tête de Jean-Claude Gotting. Et ce sont des plans très cadrés, en noir et blanc, sous-titrés d'une seule phrase, écrite en français. Ok. Voilà. Donc, et je précise, voilà, tous les plans sont indépendants les uns des autres. Ce sont tous des films, des faux films différents. Okay. Donc, l'objectif là-dessus n'est pas de trouver un lien entre chacune des illustrations, mais plutôt d'essayer de comprendre les enjeux de la scène, grâce au dessin et grâce à cette seule phrase. Okay. Et c'est extrêmement profond, parce que la phrase a l'air banale en fait, c'est pas une punchline, c'est pas une phrase très mythique, voilà, comme Lino Ventura pourrait en sortir, c'est vraiment une phrase toute bête. Ouais, c'est comme si tu faisais une capture d'écran d'un film avec un sous-titre. Quoi. T'as vraiment cette impression-là. Putain, voilà. C'est magnifique. Et en fait, l'enjeu derrière cette phrase très banale est extrêmement pesante, parfois glauque, parfois drôle. Je pense à un en particulier, par exemple, où on voit un homme avec son impair qui vient de sortir de sa voiture. Le plan est fait de telle sorte qu'on a l'impression que c'est vu depuis une fenêtre en hauteur. Et le gars, les mains dans les poches, l'air débité, dit « Je peux chanter si tu veux ». Peut-être qu'il essaie de reconquérir la belle qu'il a au balcon, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est hyper intéressant de se dire qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, d'où ça vient. Exactement. Et en fait, on arrive à se créer tout un imaginaire juste en voyant cette illustration. Voilà. Moi, ça m'a fait penser à un truc. En fait, il s'inspire beaucoup de la nouvelle vague française, mais aussi des films noirs américains. Et en fait, ça me fait penser à tous ces films. Des fois, on voit des affiches avec des acteurs qu'on connaît pas, dans des films noirs, en noir et blanc qu'on connaît pas, mais qu'on a déjà vu certainement, on a vu certaines scènes, etc.
cette bande dessinée nous fait vraiment penser à ça. Donc je vous la conseille. C'est entrecoupé Ouais, j'ai vu d'extraits de pièces de théâtre qui ne sont pas encore sorties en France et qui sont seulement traduites par l'auteur. Ok. Voilà. Allez voir acheter cette BD. Ouais, c'est quoi comme édition? Alors, c'est aux éditions... Ça doit être marqué juste là. Virage graphique. Virage graphique, Ok. Voilà. Mais en tout cas, c'est vachement beau, c'est vachement cool. Je pense que je vais me la prendre. C'est très inspirant, très nostalgique, donc allez-y. Moi, c'est un peu ma passion en ce moment. Des fois, je le feuillette. On pourrait se dire, 40 images, ça va vite. Ça fait un peu penser aux illustrations de Vooch. Je sais pas si vous connaissez Vooch ou pas. Non, pas du tout. Non. Vous savez, c'est un dessinateur qui fait juste une image et en dessous une phrase rigolote. Par rapport à l'image. Par exemple, ça me dit un truc. C'est des personnages qui sont avec des grands nez, des longs membres. Par exemple, il y a un gars qui part de son travail. Il y a un gars qui parle de son travail qui est épuisé. Et il y a son patron qui fait c'est du super travail. Bon week-end, on se voit demain à 8h30. Putain. En gros, son week-end, c'est. Voilà. Voilà, j'en dis pas plus. Version originale de Jean-Claude Gotting. Allez voir. Ouais, ça a l'air super. Merci beaucoup, Brieux. Yann, quel est ta reco? Très bien, alors moi je vais vous parler de À l'Ouest, rien de nouveau, d'Édouard Berger, qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Ouais. Donc c'est une adaptation du roman éponyme sorti en 1929, qui connaîtra une adaptation au cinéma en 1930, et encore une fois en 1979, pour enfin voir le jour sur Netflix, il y a une semaine de ça. Donc l'histoire prend place durant la Première Guerre mondiale, côté allemand, pour une fois. On suit le jeune Paul, nouvelle recrue de l'armée allemande, qui part faire la guerre avec ses amis, une bande pleine de rêves et d'aspirations glorieuses. Toutefois, on nous montre une guerre sombre, triste, violente et qui n'a rien d'héroïque. On enrôle les jeunes en parlant d'exploits du champ de bataille alors qu'on les envoie sciemment au milieu d'une boucherie sans nom. Une boucherie sans échappatoire, puisque toute tentative de rentrer à la maison sera punie de mort. Fini les combats de chevaliers, les duels de pistoleros, bienvenue dans une guerre industrielle. Une guerre sans honneur, sans bravoure, où l'humain n'est plus le guerrier, mais l'outil. C'est un film magnifique, joué à la perfection et réalisé d'une main de maître, qui vous fera visiter la guerre sous un nouveau jour, un jour sans espoir. Oh. Mais ok, ouais, trop cool. Ouais, j'avais vu le film passer et finalement, j'ai toujours pas regardé. Et... regarde-le. Non, franchement, je l'ai vu hier soir et j'ai passé une soirée d'enfer. Cool. Il est incroyable, les musiques sont incroyables, les plans sont... C'est dingue. Du coup, t'as dit qu'on pouvait le voir où? Sur Netflix. D'accord, ok, c'est un film Netflix. Et si tous les films, toutes les productions Netflix pouvaient être comme ça, dont The Witcher... le monde irait mieux. Il y a 1917 aussi sur Netflix, non? Je crois il pas est peut-être arrivé il y a pas longtemps. Je me demande si c'est pas Dunkerque sur Netflix. Moi, je sais plus, je me mélange. En tout cas, je vais voir celui-là et je vais voir 1917 que j'ai toujours pas vu. 1917 était très cool. Le film fait quand même 2h30, donc prévoyez une soirée où vous avez le temps. Une belle soirée. Ouais, une belle soirée, mais franchement, ça vaut le coup. Ok, cool. Merci beaucoup. Je vous en prie. Thomas, quel est ta reco du jour? Moi, je vais faire original, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Je me suis rendu compte, putain, je fais vraiment le gros geekos en ce moment. Oh, le nerd. T'es un geek ou quoi? Je suis un geek, je suis un gamer. Ingénieur informaticien, le mec. Arrête ça tout de suite. C'est insupportable. Je vais vous parler de Heavenly Bodies, que j'appelle, moi, Thomas Pesquet Simulator. Parce que c'est un peu le cas. Vous incarnez en fait un astronaute qui doit faire 7 missions à l'intérieur de capsules spatiales. Donc, par exemple, reconstruire un petit télescope, réparer des panneaux photovoltaïques, etc. C'est Among Us, en fait. C'est pas Among Us. Oui, c'est ça. Oh là 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 là. Hugo m'a fait... J'ai fait des grands gestes. Il m'a fait des grands gestes, mais oui. Ah, ça, l'a montré. J'ai vu 2 streamers y jouer. J'ai cru que j'allais mourir de rire. Donc, Mais en fait, c'est vachement cool parce que vous vous déplacez, vous avez votre personnage vu de haut et vous vous déplacez sans gravité. Donc du coup, il faut que tu calcules un petit peu tes mouvements pour te déplacer dans la capsule. On a vu, par exemple, on a tous Thomas Pesquet en tête qui s'agrippe aux parois pour pouvoir avancer et il se lance au milieu de l'ISS. C'est un peu ça, en fait, le but du jeu. Et en plus, tu dois faire des petites missions, comme dit, réparer des trucs, aller chercher des cristaux sur une météorite, des trucs comme ça. Et j'y joue en ce moment, et à la fois ça me détend, et à la fois ça me tend. Bah oui. C'est un truc où en fait, c'est vachement détente par la musique qui est très douce. T'as vraiment cette impression de flotter, si tu t'attaches un petit peu au personnage que t'es en train de jouer. Mais en même temps, c'est vachement frustrant parce que
t'arrives pas à faire forcément tous les mouvements. Et puis tu te coinces dans les coins. Ouais, c'est ça, tu te coinces dans les trucs, tu te dis putain, c'est pas possible, je suis trop con, merde, j'arrive pas. Et donc voilà, je suis un peu dans ce truc-là. Et vraiment, c'est un super jeu, c'est un jeu indé. Ça se joue soit seul, soit à deux en local. Alors c'est pas It Takes Two non plus, hein, je pense pas que tout le monde puisse y jouer. Mais je pense que ça peut être vachement cool de le faire à deux. Et c'est dispo pour 20 balles, mais si en ce moment vous avez le PlayStation Plus, il fait partie des jeux du mois. Donc vous n'avez pas besoin de débourser quoi que ce soit en plus. D'accord. C'est comme ça que j'ai découvert. Oui. C'est mon cas aussi. Oh, monsieur est connaisseur. Donc, du coup, voilà, c'est un beau petit jeu, sympa, et pas long. Il est dispo sur toutes les plateformes ? Et dispo sur PC et PlayStation, PS4, PS5. Pas sur Xbox. Okay. Enfin, de ce que j'ai vu, pour l'instant, Xbox... Pas encore. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Et Switch, ça marche. N'en parlons pas. Merci beaucoup, Toto. Avec plaisir. Et toi, Hugo, as-tu une petite recommandation pour nous ? Évidemment que j'ai une recommandation. J'ai vu un film il y a quelques jours. Il est incroyable. J'ai pris une claque visuelle. Ça s'appelle The Green Knight. Allez le voir. Non, en vrai, oui. The Green Knight, ou alors L'aventure de Sir Gawain et le Chevalier Vert. Ah oui, d'accord. En fait, c'est donc un film qui est inspiré d'un poème qui s'appelle donc Sir Gawain et le Chevalier Vert. En fait, c'est l'histoire de Gawain qui est à la table du roi dans Camelot. Il y a un chevalier qui arrive, un chevalier qui semble fait de racines, et il dit demandez à n'importe lequel de vos chevaliers de me frapper. Si je suis encore vivant, dans 1 an exactement, donc au Noël prochain, parce que ça se passe à Noël, je reviendrai vous rendre l'appareil. Là-dessus, Gawain dit « Moi, je vais le faire ». Il arrive, il décapite le chevalier vert. Tout le monde pense que c'est fini. Sauf que le chevalier vert se relève, prend sa tête sous son bras, explose de rire et le regarde en lui disant « À dans 1 an ». Et il part. Le concept est fou. Et du coup, tout le film parle de qu'est-ce qui arrive au moment où il doit aller voir le chevalier. Voilà. Ouais, il est Donc génial. c'est ça. Et en fait, c'est un voyage... où les paysages sont magnifiques, l'histoire, pendant très très longtemps du film, on se demande, on nous rajoute des couches de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe, donnez-moi des réponses. Et les 30 dernières minutes du film, on va vous donner toutes les réponses, mais il faut vraiment juste s'accrocher et se dire, ok, c'est trop beau, on m'en fout plein la tête, je comprends rien, et en fait, la dernière demi-heure, on est là, oh, quel film incroyable. Et ouais, je vous le conseille, il est sur Prime Video en ce moment, exactement. C'est A24 qui fait ça. Oui, c'est A24 qui le produit, qui le produit, qui le diffuse. Et donc voilà, c'est... Donc les gars qui sont derrière Hérédité, Midsommar, j'en passe et des meilleurs. Je vais aller le voir. Ouais. Il faut vraiment... Et là, c'est pas un truc d'horreur, enfin pas un truc d'horreur, non, mais... Non, c'est pas un truc d'horreur. Il y a quelques scènes un petit peu... horrifiques, on va dire ça comme ça, mais en vrai, il y a pas de trucs qui font sur sa tête. De toute façon, j'aime pas les films d'horreur, donc... Mais le film est trop beau, trop bien, et j'en ferai très rapidement une chronique. Ah oui, je vous le jure. C'est annoncé. Ah oui, c'est annoncé. Ah bah alors ça va m'intéresser parce que moi, ma mère m'avait lu ce poème pour m'expliquer ce que c'était que le courage. Ah ouais ? Ouais, je vous jure que c'est vrai. Ça n'a pas eu d'effet. Et non, ça n'a pas eu d'effet. Je me suis décidé, jamais je ne serai comme Gawain. Il faut savoir que Brieux est né en 1312. Non, mais vraiment, c'est vrai. Donc ça m'intéresse, écoute. Mais vraiment, je vais aller voir ce film. Oui. Donc voilà, merci beaucoup pour vos recos, merci à moi pour mes recos, avec plaisir, tu rigoles, je reviendrai la semaine prochaine. Pardon. Il l'a déjà fait la semaine dernière, arrêtez-le. Merci beaucoup les copains, Brieux, Thomas, Yann et Candice, qu'on embrasse là où elle est. Qui est partie trop tôt. Elle est chez elle, arrêtez. Arrêtez comme si elle est morte. Elle va écouter cette chronique aussi. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, c'était recommandé. Au revoir.